Hello and Donc, bonjour et good afternoon, good bonjour, evening, bonsoir, bonne nuit, depending on where you are, depending where you are connected. And welcome to dépendant this d'où vous êtes connecté. second session of Et the bienvenue à cette deuxième Conference of session de la University Conférence internationale des dirigeants. Seconda sessão de International liderança. Islamic Council for Peace. Donc, cette session est celui du Was explained in the previous session, the opening plenary. Conseil international du sommet pour la paix, comme cela a été expliqué à la première session. Donc, c'est le département de la FPU composé des chefs d'État et de gouvernement, donc, et aussi des premiers ministres actuels et anciens. Donc, sous la bannière du ILC, cette session va parler du nouveau paradigme pour les relations internationales dans l'ère post-COVID-19. Donc, nous avons un très beau panel et très solide, un panel composé de leaders européens et africains. Donc, permettez-moi d'introduire notre magnifique panel d'aujourd'hui. Mais avant d'aller sur cela, j'aimerais vous présenter les excuses de Son Excellence Olusegun Obasanjo qui est tombé malade et n'a pas pu participer. Donc, il se pourrait qu'il nous joigne dans le programme futur. Donc, nous sommes très chanceux d'avoir Son Excellence Marie-Louise Coleo-Preka. Donc, Son Excellence Marie-Louise Coleo-Preka a servi dans la politique pendant 45 ans. Elle a été la toute première femme secrétaire générale élue de l'un des deux participants, de l'un des deux partis politiques de Malte. Elle a siégé au Parlement national pendant 16 ans et elle a également siégé au Conseil de l'Europe. Et en tant que ministre de la Famille et de la Société sociale, de la Solidarité sociale, elle a initié de nombreuses réformes sociales. Le Parlement maltais a élu à l'unanimité Madame Colero Preka à la présidence de Malte en 2014. Elle a fondé et présidé la Malta Foundation for the Well-being of Society, la Malta Trust Foundation. Donc, je lui donnerai la parole pour qu'elle puisse donner. Vos Excellences, Donc, merci beaucoup, Monsieur Adama Monsieur Doumbia, Adama et Doumbia. bonjour, Vos Excellences. Et merci à la Fédération pour la paix universelle de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, si le COVID-19 nous a montré quelque chose, c'est que notre monde est très fragile. Il est désormais de notoriété publique que la pandémie a considérablement affecté le développement socio-économique de notre famille humaine. Il a fait et détruit encore une grande partie des progrès socio-économiques que nous avons réalisés au fil des ans. Cela a montré que nous manquons de résilience. Cela nous a montré que nous manquons de solidarité. La pandémie a également mis en évidence que certains pays manquent de leadership significatif. La pandémie a touché toute l'humanité, mais ses effets négatifs se sont aggravés sur les communautés vulnérables d'enfants et de femmes avant le COVID-19. En particulier, cette situation est mise en évidence dans les études menées par l'OCDE et l'UNICEF. Il est donc important de souligner que les effets du COVID-19 entraînent dangereusement une régression des droits de l'enfant et de l'égalité des sexes. La nouvelle réalité qui émerge est que la dimension et la définition de la pauvreté
ont continué à s'étendre. Le COVID a sans aucun doute changé les objectifs fixés par le programme 2030 des Nations Unies et ses objectifs de développement durable. C'est cette grave conséquence qui doit nous inciter tous à trouver des moyens novateurs et créatifs d'intervenir rapidement dans une approche multilatérale pour limiter les dommages et surmonter les énormes défis que cette pandémie a créés pour tous. Au niveau multilatéral, nous devons persuader que la capacité de l'État, la confiance sociale, la solidarité sociale, l'unité et le leadership sont tous des éléments essentiels pour limiter les dommages et créer la résilience nécessaire pour faire face aux défis sans précédent. Lorsque les dirigeants promeuvent la division par une rhétorique populiste et nationaliste, plutôt qu'encourager l'unité et la solidarité, toutes les possibilités de succès nécessaires sont anéanties. Encourager une montée du nationalisme rassemble les ingrédients nécessaires aux tensions sociales et aux conflits internationaux. Ce n'est certainement pas le moment où les États devraient se pencher sur eux-mêmes et jouer le jeu du blâme. La solidarité mondiale est essentielle pour lutter contre le COVID-19 et ses conséquences. Un partenariat constructif entre l'Europe et l'Afrique est impératif. L'Europe et l'Afrique sont des continents jumeaux, comme l'a déclaré l'ancien président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union en 2018. L'établissement de partenariats multilatéraux significatifs n'a jamais été aussi nécessaire pour notre monde. Ce n'est pas nouveau. C'est après tout le sens essentiel de l'objectif 17 de l'agenda 2030. L'ODD 17 est clair sur la nécessité de renforcer les moyens de mise en œuvre et de revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable, comme première étape pour surmonter la tragédie qui s'est abattue sur toute l'humanité. Il est regrettable qu'à moins de 10 ans pour atteindre cet objectif, nous soyons encore trop loin. La pandémie a révélé les injustices, les inégalités et le manque d'équité qui existent dans notre monde. Nous devons prendre collectivement les mesures urgentes et nécessaires pour empêcher l'humanité de tomber dans un abîme d'extrémité. Ce sont les choix d'aujourd'hui qui détermineront la portée des effets de la pandémie à l'avenir. À mon avis, il n'y a pas de véritable choix, car la nécessité d'une action collective pour reconstruire les économies afin d'assurer une croissance économique et une prospérité inclusive, ainsi qu'un bien-être holistique pour tous, est fondamentale. Les communautés vulnérables ont été les plus durement touchées et sans protection sociale universelle et sans système de soins de santé solide, l'écart des inégalités se creusera davantage. Identifier les moyens de lutter contre le COVID-19 et tirer des leçons de réussite d'autres pays est crucial. Une crise comme celle-ci doit être abordée par un renforcement des échanges multilatéraux d'expériences, un partage de connaissances et d'actions conjointes. Un cadre des droits de l'homme devrait fournir une structure cruciale qui puisse renforcer l'efficacité des efforts mondiaux pour lutter contre la pandémie sans laisser personne de côté. Je voudrais réaffirmer la nécessité pour la communauté internationale de s'inquiéter sérieusement de la manière dont la pandémie a transformé les vies des enfants. La routine des enfants a été perturbée. Une génération entière d'enfants a vu leur éducation être interrompue. Le verrouillage des écoles a touché plus de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes. La fracture numérique n'a jamais été aussi évidente. Les enfants
sont notre atout le plus précieux. Nous ne pouvons pas passer à côté des fondamentaux de nos générations présentes et futures. L'éducation doit être prioritaire à tout moment, mais plus encore pendant cette période critique. Les experts du développement international prévoient que des dizaines de millions d'étudiants des pays les plus pauvres du monde ne retourneront peut-être jamais en classe. Et ce serait une tragédie pour l'ensemble de l'humanité. Nous devons également nous attaquer aux effets à long terme de la pandémie sur la santé des enfants. 30 millions d'enfants reçoivent des repas scolaires gratuits ou subventionnés. L'absence d'une alimentation saine combinée à des activités plus sédentaires imposées par les instructions de distanciation sociale aurait probablement un effet durable sur la santé globale de la population mondiale à l'avenir. Les enfants vivant dans la pauvreté sont encore plus durement touchés et la pandémie a le potentiel d'élargir le fossé entre les avantagés et les défavorisés. En moyenne, un enfant sur 7 grandit dans la pauvreté. Nous devons lutter contre la pauvreté des enfants afin de ne pas aggraver la crise des droits de l'enfant. Le soutien des gouvernements, des autorités locales et des organisations non gouvernementales doit travailler avec et pour les peuples gravement touchés, afin de garantir les droits fondamentaux de l'homme pour légitimement exercés par tous, comme l'a également souligné le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, selon lequel il a souligné que tous les pays doivent trouver un juste équilibre entre la protection de la santé, la réduction des perturbations économiques et sociales et le respect des droits de l'homme. C'est dans ce contexte que je pense que l'Europe et l'Afrique peuvent bénéficier de leur potentiel et de leur expérience mutuelle. L'Union européenne peut bénéficier substantiellement d'une collaboration efficace avec l'Union africaine. Une Afrique prospère offrirait de nouvelles opportunités d'investissement et une nouvelle main-d'œuvre qualifiée. Les Européens doivent reconnaître que l'Afrique est une terre d'opportunités et qu'elle n'est pas destinée à l'exploitation. L'Afrique peut fournir à l'Europe la croissance et la prospérité nécessaires dont elle a besoin. Cela peut être fait en développant les partenariats nécessaires avec l'Union africaine. C'est la voie à suivre pour nos régions. Cela peut sans aucun doute être une situation gagnant-gagnant pour les Africains et les Européens et toute personne de la Méditerranée. Dans ce contexte, je dois mentionner que la présidente de la nouvelle Commission européenne, Ursula von der Leyen, a si habilement souligné. C'est encourageant de savoir que Mme von der Leyen a déclaré que l'Union européenne souhaite créer de plus grandes opportunités politiques, économiques et d'investissement entre l'Europe et l'Afrique et s'orienter vers un partenariat d'égal à égal, au-delà de la relation donneur et donateur-bénéficiaire. C'est le changement de paradigme nécessaire. La relation entre l'UE et les États africains a été historiquement façonnée par une recherche européenne d'intérêt autour de l'influence de la recherche, de la croissance économique et du pouvoir politique. Tous les Européens doivent reconnaître que ce type de relation est voué à l'échec. Un dialogue inclusif, une véritable volonté politique et une forte détermination sont les éléments qui peuvent nous faire avancer. La relation entre nos deux continents doit se construire sur un partenariat d'égal à égal. Il est révolu le temps où l'Europe projette et dicte ce qu'elle veut pour le continent africain. Nous ne pouvons plus traîner les pieds. Nous ne pouvons pas être complaisants. Nous nous sommes mis d'accord sur une vision commune d'un monde sans discrimination. Nous ne pouvons
ignorer que la communauté internationale a convenu en 2015 dans le cadre de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. J'exhorte chacun à s'efforcer sans relâche pour que cela se produise. La pandémie a posé de nouveaux défis sans précédent à l'Europe, mais c'est aussi une période d'opportunité. L'Union européenne doit saisir l'occasion de regarder non seulement en elle-même, mais encore plus au-delà de ses frontières pour assurer la croissance et la prospérité. Un partenariat fondé sur le respect entre nos deux continents peut créer un modèle mondial d'équité, d'inclusion et de dignité qui se transformera en une culture de paix durable pour nos peuples. Dans ce contexte, il est encourageant de noter que le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, M. Joseph Borrell, a déclaré: si nous ne résolvons pas le problème en Afrique, nous ne pourrons pas résoudre le problème en Europe. L'Afrique nous préoccupe particulièrement. Nous devons être optimistes et percevoir ce temps incertain comme une opportunité de réflexion et de décision pour réparer ce que nous avons brisé dans le passé. Il est indéniable que l'histoire européenne de la colonisation a laissé sa marque sur le continent africain. Dans ce processus, cela a malheureusement aussi servi à construire une fausse conviction que les Européens sont privilégiés et supérieurs à un moment où l'interconnexion est la seule solution et voie à suivre. Nous savons que les idées fausses antérieures sont invalides et trompeuses. Je crois que la pandémie a créé une occasion idéale de transformer l'ancien modèle périmé. Notre seule famille humaine mérite la possibilité de se développer dans la paix et la prospérité. Cela ne peut être réalisé que si la communauté internationale redouble d'efforts pour reconnaître notre interdépendance naturelle et travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés par l'agenda 2030. Si nous parvenons à atteindre les objectifs fixés par les EDD, nous veillerons sans aucun doute à ce que les valeurs universelles soient véritablement et effectivement universelles. Merci beaucoup. Donc, merci, Votre Excellence, pour votre discours. Cela a été très informant et un véritable moyen de briser la glace et de permettre à nos panélistes d'être plus à l'aise. Donc, je n'ai peut-être pas introduit le fait que nous avons des personnes très importantes parmi nous, comme donc, préparez-vous pour le prochain panéliste parce que je sens que cela sera très informant et je vois que plusieurs questions arrivent déjà. Donc, merci beaucoup, Votre Excellence, pour cette présentation et merci d'avoir touché tous ces points importants sur le thème de ALC et de cette session, sur le nouveau paradigme, sur les relations internationales, spécialement entre l'Europe et l'Afrique. Donc, c'est maintenant mon honneur que d'introduire le prochain. Notre prochain panéliste a été membre du Parti démocratique gabonais. Il a servi pendant des années comme ministre du gouvernement avant sa nomination au poste de Premier ministre. De 2012 à 2015, il a été président du Conseil économique et social du Gabon. Il a de nouveau servi au sein du gouvernement en tant que vice-premier ministre de la Santé depuis 2015. Après des études en administration des affaires à l'Université de Rennes en France, il a occupé plusieurs postes importants dans le secteur bancaire et financier, ainsi que celui de conseiller politique du président et du ministre du Commerce, de la Consommation et du Transfert de technologies. C'est un leader sage et c'est un grand honneur pour moi d'accueillir à présent son Excellence Paul, pour donner sa présentation. Votre Excellence,
C'est maintenant à vous. Bien, merci d'abord de m'avoir invité. Merci pour cette présentation. Je voudrais saluer les éminentes personnes qui sont là, personnalités qui sont là, Madame le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, et féliciter déjà Madame le Premier ministre pour son intervention de tout à l'heure, que j'ai bien retenue. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, on m'a donné 8 minutes, je voudrais articuler mon intervention sur 2 points. Rapidement faire quelques constats, en fait, de généralité, mais surtout consacrer le deuxième temps de mon intervention sur quelques propositions en relation avec notre thème sur paradigme des relations internationales à l'ère post-Covid. Il faut dire que, tout le monde en conviendra, le choc provoqué par la COVID-19, tant sur le périmètre du choc mondial, la maladie est un événement depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un événement qui a choqué et continue d'ailleurs de choquer. Je voudrais du reste à cet instant déjà avoir et demander aux uns aux autres d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes coronavirus qui sont bien nombreuses à travers le monde. Cette maladie a entraîné non seulement la mort de nombreux humains, mais aussi remis en cause plusieurs ordres qui étaient établis au niveau des relations internationales entre continents, entre États, entre institutions, aussi bien au plan social, au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan géostratégique. Ça veut dire qu'il y a une remise en cause profonde de l'ordre mondial aujourd'hui. Les notions que nous avions dans certains thèmes tels que la mondialisation, la globalisation, l'entraide internationale, tout ceci a montré des limites, même si ça reste solide, mais il y a quand même des limites. Et peut-être qu'il faudrait, comme on le dit couramment, à toute chose malheur est bon, il faudrait peut-être se saisir de ce malheur, ce grand malheur mondial qu'est le coronavirus, pour essayer d'esquisser des solutions pour demain et pour plus longtemps, et le faire tête froide, sans tabou, sans égoïsme, de manière tout à fait ouverte et conciliante. C'est pour cela que je note d'ailleurs que de plus en plus, certaines idées fleurissent, émergent un peu partout, parlant des nouveaux paradigmes. Votre thème est le jour des nouveaux paradigmes, celui de la déglobalisation, de globalisation, de mondialisation. Est-ce qu'il faut aller vers la déglobalisation? Est-ce qu'il faut regarder le fonctionnement, le rôle des États, l'État-nation, par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Un certain nombre de théories émergent que nous devons naturellement approfondir. Cette terrible maladie qui a secoué tout le monde et qui secoue mon pays, le Gabon, nous avons aujourd'hui pas loin de 10 000 cas, 8 000 et des poussières qui a testé positif avec plus d'une cinquantaine de morts. A naturellement joué un rôle très, très, très sévère sur les relations économiques et sur les relations au niveau international avec les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods, l'Union européenne, les grands pays tels que les États-Unis, la Russie et d'autres. Compte tenu de la gravité de la situation, que faut-il faire à partir de demain en Afrique pour que l'Afrique ne reste pas, je dirais, plantée dans cet univers qui est devenu hostile sur le plan sanitaire, mais également avec des répercussions sur le plan économique, commercial et financier. Je pense que pour que l'Afrique puisse s'en sortir dans un rapport gagnant-gagnant au niveau des relations internationales avec les autres continents, je voudrais mettre l'accent sur 5 propositions qui sont les suivantes. D'abord, la mise en place d'un nouveau cadre de coopération internationale. Les pays africains
dont le Gabon, doivent désormais changer le paradigme humanitaire de leur système de coopération pour favoriser les grandes valeurs de solidarité internationale. Il faut qu'il y ait un peu plus de solidarité internationale dans les relations internationales de demain. Leur coopération devra placer au centre des facteurs de développement durable, facteurs universels, l'éducation, la formation, la culture, la santé, l'industrie, l'écologie, l'environnement, la protection sociale, tant entendu que l'homme doit rester au centre du développement, il en est d'ailleurs la finalité. Mettre l'accent sur des secteurs qui semblaient oubliés, tels que la mer océan, les océans. Et sans la mer, sans l'océan, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y aurait pas de vie sur cette planète. S'il y a de la vie dans la planète Terre, c'est parce qu'il y a de l'eau. Dans les autres planètes, il n'y en a pas. Et très certainement, ça s'est expliqué. Il n'y a pas de vie là-dedans. Ça, c'est le premier point, la première proposition que je voudrais modestement formuler à cet instant, ce qui concerne l'Afrique et les pays africains dans le cadre de local de coopération internationale. Le deuxième point, c'est un plan pour relancer, redresser l'économie nationale dans chaque pays et au niveau du continent. Une politique de substitution à l'importation s'impose dans les secteurs vitaux comme la santé. Nous l'avons vu avec des aspects aussi mineurs que les masques. Nous ne produisons pas de masques en Afrique. Or, le masque dans la gestion de la COVID est probablement l'une des mesures barrières la plus efficace et nous n'en produisons pas. Il faudrait donc mettre un accent de plus en plus élevé sur la production nationale en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne l'énergie, qui font partie du système de sécurité nationale. Le troisième point qui retient mon attention de ce panel, c'est la promotion d'une gouvernance électronique. Les rapports sociaux sont désormais modifiés et les mesures de distanciation sociale sont les nouvelles normes. Les pays africains devront tout mettre en œuvre pour réformer leur secteur de télécommunications et promouvoir l'inclusion digitale en vue d'une meilleure insertion sociale et économique à travers le monde. Nous ne pouvons plus faire l'économie de mesures de communication comme aujourd'hui, par voie de médias nouveaux et des méthodes électroniques nouvelles. Le quatrième point, c'est assumer son identité et sa culture. On ne peut pas atteindre le développement en rejetant sa culture et son identité. Car le développement est un processus endogène. Et lors de la crise du coronavirus au Gabon, nous l'avons très bien vu que la culture africaine, gabonaise a été reléguée. La médecine traditionnelle, les tradis praticiens n'ont pas pu s'exprimer et n'ont pas été pris en compte. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y avait des éléments de réponse face à la maladie qui décimait plusieurs vies. Donc, il faut absolument assumer son identité. La langue, la religion, l'histoire, les mythes, l'organisation de notre système politique et éducatif sont l'émanation de notre culture. Et là, je voudrais répondre à mon compte ce qu'un grand penseur africain a dit, c'est Cheikh Anta Diop, qui l'a dit, il est difficile d'aspirer au développement en puisant dans les cultures d'emprunt. Nous devons prendre ce qui est bon dans les autres cultures, mais développer nos propres cultures africaines et les mettre, n'est-ce pas, à la portée de la communauté internationale dans les relations que nous avons entre continents, entre institutions, entre pays. Les performances économiques de la Chine et plusieurs pays africains constituent des exemples concrets de cette affirmation. Le nouvel État à construire devra mettre l'accent sur l'apport de la culture dans le développement et dans les relations internationales à l'ère post-Covid. Enfin, cinquième proposition, promouvoir la paix. La paix est indispensable. La paix est ce contenant. Tout le reste, c'est le contenu. Mais il faut qu'il y ait un contenant. Et le contenant mondial, c'est la paix. Il ne peut pas y avoir de développement au monde. Il ne peut pas y avoir de bonnes relations internationales entre continents, entre institutions, entre pays, s'il n'y a pas, à la base, et de manière permanente, un climat de paix véritable. Un véritable climat de paix. Le monde ne peut se développer dans un climat de paix. Parce que sans la paix, il est impensable de se développer. Or, la paix est de plus en plus menacée dans le monde, dans tous les continents, de manière multiforme et variée.
nous pouvons dire qu'il n'y a pas de paix. Nous devons mettre un accent particulier sur cette réalité. Enfin, pour terminer, Monsieur Lama et chers collègues, je ne sais pas, et responsable de l'FPU, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou si cette conférence se tient, ou ça a été calculé. Mais je note avec beaucoup de plaisir et d'attention et de profondeur que cette conférence, cette conférence se tienne le 11 septembre, vendredi 11 septembre 2020. Il y a exactement 19 ans, le 11 septembre 2001, la paix a été sérieusement ébranlée par les attentats aux États-Unis, par la destruction des tours jumelles à New York. En ce triste anniversaire, je voudrais que le monde ait une pensée pieuse et les panélistes participant à cette conférence, une pensée pieuse pour toutes celles et tous ceux qui ont perdu leur vie brutalement, injustement, inutilement, ce jour-là. Cet exemple, parmi tant d'autres, concevoir, prouver, cultiver et élever la paix. Et la paix devra donc être un élément non négociable dans les relations internationales à l'ère post-Covid. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Thank you, Mr. Prime Minister. Merci. Merci beaucoup, Votre Excellence. Il y a eu tellement de bons conseils dans votre intervention. Comment est-ce que nous pouvons construire des nouvelles relations entre l'Europe et l'Afrique, et même au-delà? Merci encore aussi de nous avoir rappelé que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et nous pensons bien sûr à tous ceux qui ont perdu leur vie dans les attentats du 11 septembre 2001. Et nous devons empêcher que de telles choses se produisent à nouveau dans le monde. Merci. Nous allons maintenant passer au troisième intervenant de cette session. Il s'agit de son Excellence Albin Kurti. Son Excellence Albin Kurti est diplômé en formation des télécommunications de l'Université de Pristina. En juin 2005, il a cofondé le mouvement pour l'autodétermination, dont il a été le président jusqu'en mars 2015. Albin Kurti est actuellement en train de remplir son troisième mandat en tant que membre de l'Assemblée de la République du Kosovo. Il a été le candidat du mouvement pour le poste du Premier ministre du Kosovo et a été réélu président du mouvement pour l'autodétermination en janvier 2018. Il a été le 4e Premier ministre de la République du Kosovo. Donc, Votre Excellence, vous avez la parole. Merci, honorable Monsieur Adam Madoumbia, cher organisateur de la Fédération pour la paix universelle, honorable Excellence. Permettez-moi de commencer en saluant tous les participants et les panélistes, de saluer les organisateurs, M. Katsumi Otsuka et M. Jacques Marion, et aussi remercier et aussi à son président, Dr. Thomas Walsh, et en particulier la cofondatrice et leader, Dr. Adjahan. Donc, avant tout, je vous souhaite une bonne santé. Merci beaucoup d'être présent ici dans ce webinaire. Le monde est aujourd'hui frappé par une crise multiple. Tout d'abord, il y a la pandémie du coronavirus qui continue encore.
Et j'aimerais exprimer mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche et pour toutes les vies humaines qui ont été perdues. Deuxièmement, il y a une crise économique qui accélère la dépression de l'économie mondiale. La santé et l'économie sont les deux aspects fondamentaux pour la vie humaine. Et la troisième crise qui arrive et qui est une conséquence des deux autres, c'est la crise de la démocratie qui s'exprime lorsque l'on voit des leaders autoritaires qui cherchent à détruire l'histoire et la culture des peuples. De nombreux peuples, anciens et modernes, ont montré que dans chaque crise, il y a une opportunité. Et c'est pour ça que nous devons garder les yeux ouverts et l'esprit affûté pour pouvoir profiter des opportunités. C'est par exemple le but de la plupart des gens qui font du business. Et nous, en tant que politiciens, nous cherchons d'autres types d'opportunités. D'opportunités plus générales pour nos sociétés, nos nations, nos continents et le monde entier. Encore une fois, nous devons créer des opportunités, non pas pour le peu de gens qui sont privilégiés, mais pour la majorité des personnes. Il y avait déjà une crise économique avant le Covid-19, mais là, la crise s'aggrave et c'est une opportunité pour nous de penser à la façon dont nous pourrions mettre en place des changements. Il faut que nous adressions les problèmes de façon conjointe internationale. En Europe, nous faisons face au monopole de nombreux marchés par des oligarchies qui ont beaucoup de pouvoir. Et c'est quasi impossible pour des businessmen ordinaires de rentrer dans certains marchés. C'est pourquoi notre détermination pour une bonne gouvernance et une démocratisation de l'économie, dans mon pays, l'Albanie, la crise a aggravé la situation qui était déjà assez critique. Et nous savons que le chômage va encore augmenter et 10% des personnes ont perdu leur emploi lors de la crise. Lors de mes années au gouvernement, nous avons essayé d'inspirer un nouveau sens d'espoir pour tout le pays et pour la région. Maintenant, j'aimerais parler du dialogue actuel entre le Kosovo et la Serbie. Il faut que l'accent soit mis sur la santé de nos citoyens et de notre économie. Nous avons besoin de la paix, mais pas une paix temporaire, une paix durable, une paix juste et démocratique qui mette la haine et la colère derrière elle. La paix vient de la bonne volonté et de bonnes intentions. Et à chaque fois que nous voulons serrer la main et à Belgrade, nous faisons face à un point fermé. Et c'est très dommage. C'est un problème. Nous ne pouvons pas faire de véritables progrès tant que nous n'acceptons pas la réalité et regardons vers le futur en oubliant les idées du passé.
Dans le passé, il y a eu des génocides et l'amertume du passé ne peut que nous guider vers le passé. Pour le futur, nous avons besoin de regarder, de leaders qui regardent vers l'avant. Chaque période historique a eu son lot de crises. Parfois, les gens ont perdu confiance dans le progrès, mais il y a toujours eu de nouveaux mouvements qui sont apparus dans les arts, la science et la politique, et même dans les relations interpersonnelles. C'est ce dont nous avons besoin le plus à présent, le progrès. Un progrès qui ne mette pas en danger les traditions des peuples, ni leurs identités, mais un progrès qui puisse appeler chacun à participer, un progrès dont nous pourrons tous bénéficier, un progrès juste. Nous ne pouvons pas éluder les questions de maladies globales ou de génocide ou de crise de réfugiés, car aujourd'hui, ces problèmes affectent tous les pays. Nous ne sommes pas des citoyens d'un seul pays, mais aussi des citoyens du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Merci beaucoup, Votre Excellence. C'était très, très profond. Je me rappelle de ce que vous avez dit, la paix vient de la bonne volonté et des bonnes intentions. Nous devons vraiment prier pour la paix dans les Balkans. Son Excellence Luc Adolphe Thiaw. Dr. Béon Luc Adolphe Thiaw a été le Premier ministre du Burkina Faso de 2011 à 2014. Il est diplômé de plusieurs universités en Afrique et hors du continent. Tout au long de sa carrière professionnelle, il a occupé de nombreux postes dans les médias et dans les domaines de la communication et de la diplomatie. Il a notamment été directeur général du groupe de presse d'État, Sidoaya, président du Conseil supérieur de la communication, ambassadeur du Burkina Faso en France et accrédité auprès du Saint-Siège du Portugal, du Royaume d'Espagne, de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est un très bon ami de la FPU et a toujours été présent lorsque nous avons eu besoin de lui pour les programmes de ALC et les conférences. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole, Votre Excellence. Merci, Monsieur le coordonnateur. Je voudrais une fois de plus remercier la FPU à travers ses responsables, dont Madame Catherine Rigné, pour l'honneur qui m'est fait de m'associer à ce débat d'une grande importance. Chers amis, en tant que communicateur, je pense que la COVID-19 a offert au monde une opportunité de valoriser la technologie de la communication et lui a donné une dimension humaine et même humaniste. Je salue dans ce sens la vision du docteur Hak Jahan Moon d'avoir engagé très tôt la FPU à travers le monde dans une dynamique virtuelle
à l'échelle internationale d'une ampleur jamais expérimentée. Si je me réfère à notre dernier débat lors du rallye de l'espoir organisé le 9 août dernier, et je pense qu'il a réuni plus d'1 million de personnes. Les webinaires de la FPU ont brisé les frontières de l'isolement dans lequel le monde s'était enfermé face au coronavirus. Madame la Présidente, honorable Excellence, notre débat d'aujourd'hui, qui se situe dans le prolongement du rallye de l'espoir, nous invite à une introspection sur le thème opportunité et espoir en temps de crise, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. En réalité, les éléments de ce thème ont été toujours au cœur de la pensée et de la vision du docteur Sun Myung Moon et de son épouse Aung Han Moon. La COVID-19 est venue confirmer l'interdépendance des nations dont la pertinence a été révélée depuis toujours dans leurs enseignements. Nous avons chacun une lecture de cette pandémie et j'apprécie très positivement tout ce que nous venons d'entendre qui montre une véritable connaissance de cette question et de son impact sur le monde. Et chacun a vu comment le monde a géré cette question. Pour moi, elle a mis en exergue, malheureusement, l'égoïsme des hommes et des États, dans la mesure où, dans le sauve qui peut, ce sont, comme toujours, les plus pauvres à l'intérieur des États qui ont payé le plus fort prix. Et par ailleurs, les pays pauvres ont été pratiquement marginalisés, tant dans les soins que dans la recherche des solutions de fond comme le vaccin. Dans cette situation, comment moi, en tant que citoyen africain, j'ai vécu les temps forts de l'épidémie? Il y a eu naturellement toute cette peur véhiculée à travers les grands canaux de communication du Nord qui annonçaient pratiquement l'anéantissement de notre continent, qui n'avait aucun moyen, certes, avec l'obsolescence de nos moyens médicaux. Mais Dieu aidant, il y a aussi avec le dynamisme de nos gouvernements, notre continent a été le moins frappé par cette catastrophe sanitaire. Le second constat que je fais, c'est que la COVID-19 a été utilisée comme une arme de guerre dans l'affrontement géopolitique et économique des puissants de ce monde. Cette concurrence entre États dans la mise au point du vaccin en dit long sur l'idéologie matérialiste qui domine le monde aujourd'hui. La pandémie et sa gestion ont mis en avant aussi la problématique même de la transparence dans la gestion de l'information sur la scène internationale. Madame la Présidente, ce que nous, Africains, nous attendons, c'est de ne plus continuer à être des spectateurs des grands enjeux mondiaux. Et sur ce plan, le coronavirus a montré une fois de plus la marginalisation de l'Afrique sur la scène internationale. Bien sûr, nous avons nous-mêmes nos propres responsabilités. Mais le coronavirus a permis de voir en réalité que nul n'est épargné, que nous soyons au nord comme au sud, que nous soyons blancs ou noirs, et nous sommes tous logés à la même enseigne. Et cette pandémie appelle à un changement culturel pour mieux s'adapter aux nouveaux défis dont on ne mesure pas encore ce qu'ils pourront être demain. La crise sanitaire déclenchée par la pandémie du coronavirus nécessite en fait un changement de paradigme dans les relations internationales. Elle exige des gouvernements une réponse globale et unie, une solidarité planétaire réelle. Elle suppose aussi notre capacité à imprimer au monde de nouvelles valeurs sur la raison même de notre existence. D'aucuns appellent avec raison à une refonte du système économique tout à l'heure.
je salue les différentes propositions de mon frère Paul Mba, que jusque-là, malheureusement, n'engendre pas un bonheur partagé pour tous. Ce système que nous connaissons nourrit l'injustice, les inégalités, comme l'a souligné également aussi Madame la Première ministre de Malte. Elle nourrit l'individualisme, le repli identitaire, le repli communautaire. Alors, comment changer tout cela? Comment provoquer un nouveau paradigme à la fois interne et externe? La réponse se trouve dans la transformation de l'homme lui-même en tant que création du Père Céleste. Les enseignements du docteur Hak Ja Han-Moon, dans la suite de ceux de son époux, appellent dans ce sens à une nouvelle culture centrée sur Dieu, la famille, les valeurs universelles et la vie pour le bénéfice des autres. Si l'humanité est habitée par ces valeurs, la paix, la solidarité et la fraternité ne peuvent que prospérer à travers le monde. En ce moment, il est évident que notre monde trouvera rapidement des solutions à des crises inattendues et de grande ampleur comme l'a été la COVID-19. Nous devons donc encourager et soutenir les initiatives de la Mère de la Paix dans sa croisade pour un monde de justice, d'amour, de paix et de solidarité. Le docteur Hak Ja Han-Moon a compris que la COVID-19, au-delà de la désolation qu'elle a semée, est une opportunité pour rapprocher les hommes et les femmes, liés par le même destin sur cette terre. C'est pourquoi je pense que les débats qu'organise la FPU sur l'état du monde à la lumière de l'épidémie de la COVID-19 depuis quelque temps, par la magie du webinaire, doivent avoir un écho dans toutes les instances internationales et au niveau de chaque pays. La qualité des débats est telle qu'il sera dommage s'il ne touchait pas le plus grand nombre de leaders et de décideurs. Je pense que c'est une proposition que je fais, je ne sais pas ce qu'elle vaut, que les Nations Unies peuvent, dans une nouvelle dynamique, porter la vision de la FPU dans une conférence spéciale consacrée à la question donc, de la COVID-19. Le débat aura l'avantage d'être moins politisé. J'exprime donc ici toute mon admiration pour la vision du docteur Hak Ja Han-Moon qui permet à la FPU d'imprimer son leadership sur la question de la COVID-19 et l'avenir du monde. Au moment où les États et les organisations de cette conférence internationale et régionale, pris par l'urgence sanitaire, se replient sur eux-mêmes. Pour terminer, je m'approprie cette belle déclaration de l'émérite secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui disait que la FPU deviendra une pierre angulaire pour construire une paix durable dans le monde. Et depuis que je connais cette organisation, j'en suis chaque jour convaincu. Et je suis convaincu donc que le monde vaincra le coronavirus, mais aussi et surtout que cette pandémie nous donne l'opportunité de transformer le monde. Et je salue pour cela les initiatives de la FPU. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. Yes. Merci beaucoup, Votre Excellence. Donc, Vos Excellences, il est vraiment très magnifique de voir que les soucis des intervenants et des panélistes sont pareils. Il y a beaucoup de questions dans les chats, mais quand je vois les discours de nos panélistes, je me rends compte qu'ils répondent directement à ces questions. Donc, avant d'introduire Madame Cathy Rigney, donc je vous donnerai l'occasion de répondre à une question à chacun. La première question est pour l'ancienne présidente Kolero Preka. En tant que leader éminente de la nation européenne la plus proche de l'Afrique et qui compte une importante diaspora africaine,
Quelles sont les 3 choses que vous pensez que l'Europe pourrait faire mieux pour corriger les échecs passés et présents envers l'Afrique? Je vais pouvoir dire beaucoup plus que 3 choses, mais je vais dire 2 choses qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, il faut que nous changions notre perception. En tant qu'Européens, notre perception envers l'Afrique. Le continent africain est une terre d'opportunités. Nous devons penser à l'environnement futur pour nos enfants, nos communautés et nos nations. Et comprendre la valeur d'apprécier la culture de l'autre. Ensuite, j'aimerais vraiment voir l'Europe s'engager davantage dans des partenariats pour le développement durable. Entre l'Union européenne et l'Union africaine, nous pourrions explorer beaucoup de différentes façons de grandir et de nous développer encore ensemble. Il faut justement chercher ce côté durable de nos économies. Nous devons voir comment est-ce que nous pouvons nous aider les uns les autres et créer des opportunités pour les jeunes en Afrique. Je crois vraiment et comme je l'ai dit dans mon allocution, les Africains sont les experts de leurs propres besoins. Ce sont eux qui savent de quoi ils ont besoin. Ce sont les experts de leur propre développement, leur façon de regarder les choses et de gérer leur pays et leur continent pour aller de l'avant. C'est pourquoi les Européens doivent leur donner davantage d'espace et donner davantage d'espace à ce dialogue. Un autre point important, et je suis ravie que le Premier ministre du Gabon ait parlé autant de la paix et dit que sans paix, il ne puisse pas y avoir de développement, de prospérité. Il ne peut pas y avoir de bonheur, quoi que nous fassions. Donc, nous avons vraiment besoin d'un changement. Les Européens ne doivent pas être les facilitateurs d'autres conflits dans les pays africains. C'est vraiment une situation triste et dommage. Merci beaucoup. Merci, Madame Kolero-Preka, pour votre contribution. Maintenant, j'ai une question pour le Premier ministre Kurti. Pensez-vous que l'Europe devrait investir davantage en Afrique pour créer des emplois? Et régler aussi le problème des migrations en Europe. Merci pour votre question qui contient aussi la réponse à l'intérieur. Les gens veulent être ensemble, travailler ensemble. Dans notre monde mondialisé, il faut absolument intégrer l'économie. Et cela signifie
que nous devons faire des investissements plus intégrés et aller vers davantage d'égalité. Les gens s'intègrent et sont en paix s'ils se sentent traités d'égal à égal et s'ils peuvent partager. Un de mes poètes favoris, un poète français, Paul Valéry, a dit une fois que la Méditerranée est un facteur de civilisation. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. La Méditerranée n'est pas quelque chose qui nous divise. C'est ce d'où nous venons. La Méditerranée est un facteur de civilisation et elle continuera à l'être. Ce que je veux dire par là, c'est que à travers la Méditerranée, sur les deux côtes, la côte nord et la côte sud, nous avons besoin de personnes qui avancent pour que nous puissions tous prospérer. Merci beaucoup. La réponse avait l'air d'être dans la question, mais vous avez rajouté davantage de réponses. Merci beaucoup. L'autre question est pour le Premier ministre Mba. Quels sont les domaines dans lesquels l'Europe et l'Afrique peuvent communiquer et investir pour un bénéfice mutuel? En réalité, M. Adama, il y a plusieurs aspects. Hein. Et si vous voulez que j'en cite un ou deux, je voudrais d'abord revenir sur la mise en valeur des potentialités mutuelles, celles qui existent en Afrique et celles qui existent en Europe. Celles qui existent en Afrique, ce sont ses ressources naturelles, sa forêt, et dans le domaine particulier de la médecine et les plantes médicinales. Nous en avons plusieurs en Afrique qui sont d'ailleurs pas entièrement identifiées et répertoriées. Côté, donc sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche scientifique, nous avons là un challenge énorme, mais également sur le plan de la communication, parce que je me plais souvent à le dire, peut-être ailleurs dans d'autres pays africains, mais si je prends l'espace du Gabon et même un peu plus largement l'espace Afrique centrale, nous ne communiquons pas bien sur nos potentialités, nos possibilités de contribuer à l'évolution du monde. Dans un esprit toujours gagnant-gagnant. Donc, sur ces deux plans-là, il y a la nécessité d'avoir des partenariats encore beaucoup plus forts. Il y a le domaine de la formation qui sous-tend tout cela. Nous devons, là aussi, ensemble, nous mettre d'accord pour élaborer des programmes de formation dans tous les secteurs et tous les métiers. Et pour satisfaire plus largement les besoins exprimés par les populations des deux continents, les populations. Nous devons nous mettre d'accord pour, toujours dans la recherche de la paix, voir ensemble ce qui peut faire qu'il y ait le moins de conflits possible. Je ne suis pas certain qu'il n'y en aura pas, parce que tant qu'il y a des hommes, des femmes sur Terre, il y aura toujours des conflits. Mais ce qu'il faut faire, c'est en réduire le nombre, en réduire la fréquence et surtout réduire, pour ne pas dire proscrire, les effets néfastes de ces conflits, que les conflits puissent rester peut-être au plan verbal, qu'il n'y ait pas de violence qui mettent en danger la vie des uns et des autres. Voilà, M. Adama a rapidement ramassé les préoccupations qui m'animent, mais c'est certainement qu'il y a d'autres aspects qui sont là dans le thème de commerce. Les échanges de plus en plus égaux, équilibrés, équitables, permettre aux uns aux autres de s'en tirer. Il faut se mettre ensemble sur cela. Mais qui dit commerce dit avant que vous n'ayez pas la production, et j'en ai parlé tout à l'heure, la production nationale, nous mettre d'accord pour produire davantage chez nous, aussi sur tous les plans, aussi bien ce qu'on mange, ce qu'on porte, ce dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Voilà, M. Adama, ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Thank you very much, Mr. Prime Minister.
Yeah, so I think we have many other questions, and the next session is afternoon, so we'll take some extra time here very shortly. Je pense que nous avons plein d'autres questions. Il y aura d'autres sessions cet après-midi, donc vous aurez l'occasion aussi de les poser. Voici une question que quelqu'un a posée. Comment est-ce que la crise du coronavirus a impacté la crise électorale en Afrique? Comment pensez-vous que cette crise peut impacter la façon dont nous communiquons pour l'avenir en Afrique? Oui, merci beaucoup. Il faut dire que dans la sous-région du Sahel où je vis, il y a sans doute le Covid qui a beaucoup impacté les élections qui se déroulent et qui vont se dérouler d'ici jusqu'à la fin de l'année. Mais nous avons surtout aussi à faire face au terrorisme. Et si je prends le cas de mon pays, le Burkina Faso, depuis pratiquement depuis 4 ans, 5 ans, nous sommes aux prises avec des attaques terroristes d'une telle ampleur. Nous avons aujourd'hui près de 2000 personnes qui ont malheureusement péri du fait du terrorisme et plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et cela va jouer beaucoup sur les élections qui auront lieu sous peu au mois de novembre prochain. Et la question est de savoir si effectivement nous pourrions effectivement tenir les élections dans certaines zones qui sont occupées par les terroristes. Donc on voit déjà qu'à ce propos, c'est un problème pour la démocratie dans notre pays. Donc à cela vient s'ajouter le coronavirus comme vous l'avez souligné, qui ont impacté négativement l'économie de nos pays. Et l'économie de Burkina Faso a été très frappée. Et du coup, les moyens que nous devions normalement déployer pour que les élections se déroulent de façon très transparente, donc ces moyens se trouvent limités. Et bien sûr que nous avons espoir que les choses se passeront bien, mais nous nous posons beaucoup de questions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, cette pandémie nous a amené à revoir notre gouvernance. Maintenant, à gouverner avec ce que l'on ne peut pas prévoir, l'imprévisibilité. Et c'est l'enjeu réel aujourd'hui. Et l'autre aspect que vous avez souligné, c'est toute la question de la communication. Le Premier ministre Paul Mbak disait que les pays africains ne communiquent pas bien, c'est vrai, c'est la réalité. Nous ne savons pas communiquer. Ou même quand nous sommes face à une pandémie comme celle-là, nous ne savons pas comment communiquer avec nos peuples. Et ça a été un véritable problème pour pouvoir effectivement mener des véritables campagnes de prévention, des véritables campagnes pour imposer les gestes barrières dans nos différents pays. Donc, dans ce sens, c'est une réflexion que nous devons toujours mener. Et j'avais appelé ainsi les différents spécialistes du domaine de la communication, par exemple, à réfléchir à des stratégies qui nous soient propres, parce que vous ne pouvez pas, dans un domaine culturel ou dans le domaine de la communication, transposer ce qui se fait forcément ailleurs. Donc, je pense que la COVID-19 nous permet, nous, pays africains, donc d'inventer notre propre façon de voir, tout en participant, je pense, à l'effort mondial dans la lutte contre la COVID-19. Merci infiniment. I thought it was a difficult question, but through your answer, we have learned a lot, Your Excellency. That's really, being myself an African, I can tell you that it touched very important point. The decision made in the time of COVID-19 directly affect the social situation in many African countries, not only the elections, but the social atmosphere also. So to close this session, à travers cette session, nous allons maintenant écouter le message de Mme Catherine Vigny,
présidente de la FPU Afrique. Donc, Madame Catherine Higney est présidente régionale de la FPU Afrique. Elle a été envoyée par le révérend Sun Myung Moon en Afrique de l'Ouest en 1975 et a consacré la plus grande partie de sa vie depuis lors au peuple africain. Son activité principale est d'enseigner les principes de consolidation de la paix de la FPU et d'offrir une nouvelle vision de la paix et du développement humain. Elle a reçu un doctorat honorifique de la New Covenant International University et Technological Seminary aux États-Unis, honorant son travail pour une culture de paix, des valeurs universelles, une éducation du caractère et un service de l'humanité. Donc, le docteur Catherine Higney, vous avez la parole. Merci, ambassadeur Doumbia. Donc, vos excellences, Excellence présidente Marie-Louise Colero-Preca de Malte, Excellence Paul Mba, Premier ministre du Gabon, Excellent Albin Kurti, Premier ministre du Kosovo, Excellence Luc Adolphe Thiaw, Premier ministre du Burkina Faso, honorables participants de la session CISP du webinaire ALC 2020. Salutations à tous. C'est avec un sentiment de gratitude que je voudrais conclure cette session de webinaire du CISP. Je tiens à remercier tous les panélistes ici présents, Excellence, pour leur éclairage précieux des problèmes liés à la crise mondiale actuelle à travers un nouveau paradigme pour les relations internationales dans l'ère post-COVID-19. En tant que chef d'État et de gouvernement, ainsi qu'ambassadeur de paix, vous avez montré la voie à suivre pour construire un monde pacifique et unifié en travaillant ensemble au sein du Conseil international Sommet pour la paix, CISP, dont vous êtes les pionniers. En effet, le Conseil international au sommet pour la paix initié par la cofondatrice de la FPU, le Dr Hak Ja Han Moon, le 8 février 2019, à l'occasion du sommet mondial 2019 à Séoul, en Corée, est un réseau environmental issues, religious conflicts, poverty, war, pandemics, a été un très grand instrument pour trouver des solutions aux problèmes critiques mondiaux, notamment le changement climatique, les problèmes environnementaux, les conflits religieux, la pauvreté, la guerre, la corruption et l'éclatement des familles. Comme vous le savez tous, nous vivons dans un monde interdépendant. Aucune nation ni aucun gouvernement n'existe dans l'isolement. Bon nombre de problèmes les plus difficiles, terrorisme, cybercriminalité, changement climatique, pauvreté, inégalité, insécurité alimentaire, conflits sont de nature transnationale. Nous devons travailler ensemble pour résoudre les problèmes mondiaux, régionaux et nationaux. En outre, pour mettre en place une approche globale de la paix et du développement, nous devons travailler dans divers secteurs de la société, notamment le gouvernement, la société civile, les organisations confessionnelles, les universités et le secteur privé. Le CISP fournit un lieu de rencontre et des dirigeants du monde peuvent partager leur sagesse et leur expérience et discuter de leurs initiatives au service de la paix mondiale et du développement humain. Pour cette raison, le Conseil international au sommet pour la paix est engagé à édifier un monde de paix dans lequel chacun pourra vivre dans la liberté, l'harmonie, la coopération et la prospérité. Le CISP défend les principes fondamentaux d'interdépendance. Pour conclure, je voudrais partager le contenu de la déclaration faite par la vraie mère de la paix, Dr Hak Ja Han Moon, lors du dernier rallye de l'espoir devant de nombreux chefs d'État, chefs de gouvernement ainsi que de nombreux milliers de participants de par le monde. Et je cite, « Tous les problèmes seront résolus lorsque Dieu, le Parent céleste, sera au centre d'une communauté de personnes unies sous la bannière d'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. La paix ne peut être obtenue qu'avec
Dieu au centre de l'univers. En tant que dirigeants de ce monde, éloignons l'humanité de l'égocentrisme, du nationalisme extrême, du matérialisme excessif de nos organisations et institutions corrompues qui sont devenues si éloignées du ciel. Cherchons le chemin où nous incluons notre Parent céleste dans notre vie quotidienne et dans celle de l'humanité. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite vraiment un succès dans les prochains webinaires qui prendront place. Merci beaucoup, Chairman Cathy, et veuillez me rejoindre afin de vous donner des applaudissements en tant que panéliste. Donc, nous sommes dans une ère de la technologie, donc nous pouvons même prendre des photos à travers l'Internet et j'ai été le modérateur et je suis heureux de tous ceux qui ont pu joindre et nous avons plus de 4000 personnes enregistrées, mais plus de des milliers et des millions de personnes nous suivent en direct sur YouTube et sur Facebook et même sur les télés de certains pays. Et au moment où nous sommes en train de terminer, donc je vous demanderai de vous reposer, de prendre un repos, de vous préparer pour la prochaine session. Donc la prochaine session sera pour nos parlementaires et ce sera Mme Heather qui sera modérateur et vous aurez dans le panel le président du parlementaire de Sao Tomé, Delphine, donc un parlementaire du Niger et de l'Europe, de l'Afrique. Donc vous aurez l'honorable Elik Ba de l'Israël et de la Russie, l'honorable Omarov. Et vous aurez un message de l'AIPP Europe de M. Peter. Donc, c'est maintenant le temps de prendre un repos, d'utiliser les toilettes et de revenir. Donc, merci beaucoup. Et nous concluons maintenant cette session. Merci et nous vous verrons cet après-midi. Merci et au revoir.